Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. En route vers un chemin d'étoiles. Dans cet épisode, je reçois Luciana, astrologue et créatrice du Bulletin des étoiles. En 2020, Luciana entreprend un voyage intérieur et une quête spirituelle profonde. Nomade depuis plusieurs années, le Guatemala va s'imposer comme un véritable coup de cœur. Luciana va nous livrer son expérience de connexion profonde avec la nature, sa découverte des richesses culturelles du Guatemala, ainsi que ses échanges authentiques avec les locaux. Le bien-être fait désormais partie du quotidien de Luciana. Un jour, sur une plage en Bretagne, l'envie de se former en astrologie devient une évidence, comme un coup du destin. Luciana va nous parler de cet outil miroir qu'est l'astrologie. Elle nous expliquera comment cette langue des planètes peut nous aider à mieux nous comprendre, de manière légère, tout en restant maître de nous-mêmes. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Lou. Bonjour Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Bien, relaxée. Écoute, j'ai été toute la journée à la plage et après j'ai pris un grand orage, mais c'était génial, donc tout va bien. Très content. Super. Est-ce que, avant de commencer, tu veux bien te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas avec tes propres mots ? D'accord. Alors, je m'appelle Luciana, mais dans ma tribu des étoiles, comme je les appelle, on m'appelle Lou. Je suis la fondatrice du Bulletin des étoiles, qui est une plateforme d'astrologie où on apprend l'astrologie, mais dans le but de se développer et de renforcer sa connexion spirituelle et d'évoluer dans la vie. J'ai 36 ans, je suis nomade depuis 5 ans. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Voilà, je kiffe ma vie. Je sais pas. En ce moment, en tout cas, je la kiffe vraiment. J'adore. Et là, du coup, tu nous parles depuis... Nouméa, je suis en Nouvelle-Calédonie. Super, donc effectivement là on est en plein dans le thème des voyages et j'aime beaucoup parce qu'on a fait un épisode il y a quelques temps sur la Nouvelle-Calédonie et c'est vrai que c'est une région qui me fascine et que j'espère explorer un jour. En tout cas, je te remercie à nouveau d'être là aujourd'hui pour le podcast. Donc comme à mon habitude, je raconte comment les invités se retrouvent là. Donc en fait, moi ça fait des années que je sais pas comment j'avais trouvé ton compte sur Instagram et je recevais ta newsletter. J'ai toujours un peu suivi et tu sais, des fois avec l'algorithme d'Instagram, des fois ça se perd un petit peu et puis là je me suis dit j'aimerais bien parler astrologie et tu sais d'un coup dans ma tête je me suis dit mais je sais avec qui j'aimerais beaucoup parler et après j'ai creusé un petit peu, c'est vrai que j'avais jamais prêté attention que tu avais autant voyagé et quand j'ai vu notamment que tu avais voyagé au Guatemala, je me suis dit, mais alors ça, j'aimerais vraiment qu'on puisse creuser ensemble ce pays. Donc, on va aborder ce sujet-là aujourd'hui. Et tu l'as mentionné un petit peu au début, donc l'astrologie. On parlera de ça dans la deuxième partie. Et voilà, en préparant ce podcast, je crois que je me suis trouvé une nouvelle passion pour l'astrologie. Donc, je suis encore plus contente qu'on puisse en parler ensemble. Donc, le Guatemala, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui t'a amené à partir dans ce pays ? Alors, je pense que la graine a été plantée alors que j'étais à Bali. Donc, je suis partie, je suis allée à Bali et j'ai rencontré des personnes et des amis. Et j'avais beaucoup aimé à l'époque à Bali ce côté communauté spirituelle. Et j'étais en fait dans mes voyages, je me suis dit que j'allais choisir les endroits où j'allais aller par rapport aussi à est-ce que ça allait m'apporter quelque chose sur mon cheminement. Enfin, j'étais dans quelque chose d'une quête spirituelle et j'avais envie de connecter avec des lieux où l'énergie était forte, où il y avait une communauté, où il y avait aussi des centres de guérison, chamans, des personnes qui sont dans le healing, on va dire. Et du coup, c'est à ce moment-là, j'avais des amis à Bali et on parlait d'aller au Guatemala parce que un de nos amis avait vécu, je crois, 2 ans peut-être au Guatemala. Et donc voilà. Et donc après Bali, j'étais allée au Pérou, après j'étais en Argentine. Et en fait, au moment où j'avais fait mon temps en Argentine, je me suis dit quelle est la prochaine destination et c'était le Guatemala. Et je suis allée aussi avec un objectif non seulement de continuer ma quête, on va dire spirituelle, mais aussi j'ai booké une retraite d'écriture
Et j'avais le projet d'écrire un livre à l'époque. Et donc, du coup, je voulais faire aussi ce projet là-bas. Super, et tu es resté combien de temps? Et du coup, c'était en février, je suis arrivée le 15 février 2020. Et en fait, 15 jours plus tard, fermeture de tout parce que le Covid commençait. Donc, je suis restée jusqu'à la fin de l'année. Non, mais je suis restée presque un an, jusqu'à janvier de 2021. Et ensuite, je suis repartie au Mexique, en France, et je suis revenue au Guatemala un an encore. Donc, en fait, c'est vraiment un des endroits où je suis le plus restée dans toute cette période nomade de voyage. C'est le Guatemala en tout. Je suis restée 2 ans. Oui, donc un sacré coup de cœur quand même. Oui, quand même. C'est sûr. Oui, parce que c'est vrai que ça fait maintenant des années que tu es digital nomade, j'ai envie de dire, où tu parcours un petit peu la terre entière. C'est un mode de vie qui te plaît beaucoup? C'est un mode de vie que j'avais vraiment envie d'expérimenter quand je suis partie de France en 2019. Après avoir vécu 12 ans à Paris, j'avais besoin de sortir de là et d'expérimenter autre chose. Et c'est un mode de vie qui m'a beaucoup plu, qui me plaît beaucoup encore et qui a aussi ses challenges et donc a aussi des défis. Donc je l'idéalise pas et j'aime bien aussi dire que oui, c'est génial et en même temps, c'est peut-être pas pour tout le monde. Et mais j'aime beaucoup. En tout cas, en ce moment, j'aime beaucoup. Super, c'est vrai que ça fait rêver en tout cas, mais c'est bien que tu rappelles que voilà, c'est comme tout, il y a des parts de positifs et de négatifs un petit peu partout. Donc si on revient sur le Guatemala, donc c'est situé en Amérique centrale, c'est bordé par le Mexique au nord et à l'ouest, il y a Belize au nord-est, Honduras et El Salvador à l'est, et donc les langues officielles sont l'espagnol, il y a aussi 25 langues officielles, langues autochtones, de ce que j'ai vu dans mes recherches. Et petite anecdote, j'ai vu que donc la monnaie c'était le quetzal guatémaltèque, du même nom que l'oiseau emblématique du pays. Et donc voilà, j'ai aussi vu que le Guatemala c'était un des pays les moins chers d'Amérique latine. Il faut rappeler que le salaire moyen d'un guatémaltèque est de environ 250 euros, donc c'est vrai que c'est quand même loin de ce à quoi on est habitué, tout du moins en Europe. Et voilà, il y a ce riche patrimoine culturel et historique avec les vestiges mayas et une forte influence indigène. Et est-ce que ça, justement, tu l'as ressenti, j'imagine, pendant les 2 ans où tu étais au Guatemala, toute cette influence maya? Oui, absolument, absolument. Alors moi, j'avais en tête qu'il y avait 23 autres langues indigènes, mais peut-être qu'il y en a 25. J'ai des choses à te raconter sur le Quetzal, si tu as envie qu'on discute, parce qu'on a fait une expédition pour voir le Quetzal. Et ensuite, alors moi, j'ai été les 2 ans, j'étais au lac Atitlan. Et le lac Atitlan, c'est un espace culturel très très riche. D'ailleurs, ça vient un peu de là, ce côté un peu mystique ou un peu spirituel. C'est que on dit que différents groupes mayas et autres groupes indigènes se retrouvaient souvent au lac Atitlan pour les cérémonies et pour faire un peu des grands moments de retrouvailles, on va dire, des communautés. Et on a trouvé des vestiges, justement, beaucoup des choses un peu religieuses, on va dire, ou spirituelles en lien avec cet espace-là. Et la présence indigène, bien évidemment, elle était très forte. Elle était d'un côté très difficile aussi, parce que le Guatemala a vécu aussi une guerre civile terrible il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, au lac, il y a eu vraiment des guérillas, il y a eu énormément de morts. Donc, il y a d'un côté cet héritage très riche et les personnes, bien sûr, les locaux qui ont discuté, ils étaient vraiment, ils parlaient leur langue. En fait, l'espagnol, c'était leur deuxième langue. C'était une langue apprise pour eux. Donc, on sentait bien très, très présente cette culture. Les femmes, elles étaient toutes habillées avec les huipiles, les tenues traditionnelles. Mais effectivement, il y avait aussi cette histoire un peu plus triste, plus sombre, on va dire, du Guatemala qui était présente aussi dans cet espace. Oui, et c'est bien que tu le rappelles à chaque fois dans les épisodes, j'aime bien faire un petit rappel historique. Donc il y a eu toute la période précolombienne avec la civilisation des Mayas, avec les sites mayeurs comme, on va en reparler, comme Tikal, El Mirador. Et il y a eu ensuite l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle, où il y a eu donc la colonisation et la période coloniale. Et l'indépendance du Guatemala s'est faite en 1821, suivie de périodes de gouvernance instables, y compris les régimes autoritaires et les conflits armés. Et ça, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Parce que moi, j'avais un petit peu cet a priori qu'il y avait pas mal d'insécurité au Guatemala. Comment tu t'es sentie vis-à-vis de ça quand tu étais là-bas? Oui, je dirais pas que c'est un pays dans lequel on se sent complètement sûr.
Et je pense qu'il y a des endroits qui sont pas très conseillés pour les touristes et c'est pas très conseillé non plus en tant que femme de voyager seule. Après, une fois que j'y étais, enfin au départ, j'appréhendais quand même pas mal parce qu'effectivement, il y a quelque chose c'est instable encore politiquement et voilà, il se passe encore des choses, on va dire. Mais une fois que j'y étais et en étant entourée, en étant avec des amis, c'était plus simple. J'aurais plus peur, si tu veux, d'une certaine aussi, qu'il y avait aussi une certaine délinquance et des agressions. Donc, c'était un pays où on bougeait avec beaucoup de vigilance quand même. On sortait pas la nuit à n'importe quelle heure dans des endroits reculés. Voilà, on faisait attention. Chose auquel je fais beaucoup moins attention quand je vais à Bali ou à d'autres endroits où j'ai l'impression que ce sentiment d'insécurité est un peu moins fort quand même. D'accord, mais après au quotidien, c'était quand même, tu te Non, au sentais quotidien, bien. très bien. Oui, au quotidien, ça allait complètement. Super. Et après, pour l'aspect un petit peu plus géographie, donc j'ai l'impression que j'ai vraiment découvert le Guatemala. J'avais pas vraiment d'image en tête, donc j'encourage l'audience à aller regarder un petit peu sur Internet ces paysages, parce qu'il y a vraiment une grande partie du territoire qui est couverte par la jungle, par des forêts montagneuses. Donc il y a, en termes de montagne, il y a le Sierra Madre avec la cordillère des Andes. Il y a beaucoup de volcans, ça m'a surprise aussi. Il y a plus de 30 volcans, dont certains qui sont encore actifs. Il y a ensuite donc le lac Atitlan dont tu parlais, qui est entouré de villages indigènes, et c'est un des plus beaux lacs du pays. Et voilà, toute cette jungle, ces forêts tropicales avec les réserves naturelles, avec une riche biodiversité. Et justement, ça, tu nous parlais au début quand je mentionnais la monnaie. Donc, tu es partie en expédition pour voir l'oiseau emblématique du pays. Oui, c'est ça. Alors, je suis allée 2 fois avec un guide spécialiste des oiseaux, en fait, où on allait vraiment derrière. Alors, pour savoir, moi, j'habitais dans le lac Atitlan, dans le village de San Marcos, et juste en face, en croisant le lac, il y avait le village de Santiago, et à partir de Santiago, en fait, on arrivait à une sorte de forêt humide, et c'était là où on voyait les quetzals. Donc, on allait avec les guides, parfois qui prenaient les gros appareils photo, parfois des sortes de télescopes, une sorte de télescope pour les regarder de plus près, et aussi comme des choses pour faire des sons, en fait, pour attirer les mâles, comme si c'était les femelles et on attirait les mâles. Donc, en fait, la première fois, j'ai eu la chance. En fait, c'est très rare à voir, c'est très, très rare, et c'est difficile en plus parce que ça bouge très vite. Et j'ai eu la chance de voir un quetzal mâle, qui est le plus beau parce qu'il y a toutes les couleurs en vol. Et ça m'a fait une très forte impression. Le vol, c'est un peu comme entre un colibri et un phénix. En fait, on a l'impression de voir un oiseau mythologique, vraiment hyper impressionnant. C'était un des moments, voilà, qui sont restés vraiment dans la tête. Et quelques années après, je crois l'année après ou l'année suivante, je suis allée voir aussi à Santiago dans une autre excursion avec ma sœur. Et en fait, on a vu des bébés quetzals qui venaient de naître quelques jours avant et qui étaient en train d'apprendre à voler. Donc, ils avaient pas toutes les couleurs, c'était pas aussi impressionnant, mais c'était très rare aussi. Donc, c'était vraiment, oui, non, le quetzal, pour moi, c'est un peu une expérience mystique de voir un quetzal, c'est magnifique. Super, et c'est vrai que ça rappelle ce que tu disais, où en fait, quand tu voyages dans ces pays, tu cherches un petit peu ce côté assez mystique, peut-être un peu spirituel, où tu vas partir voilà, vers plein d'horizons. Et j'ai vu aussi, alors peut-être, corrige-moi si je me trompe, que justement, concernant tout ce qui est faune et flore, il y avait aussi beaucoup de singes, des jaguars, des pumas, des tapirs, avec ensuite donc une grande variété d'oiseaux, des reptiles. Est-ce que tu as trouvé que c'était assez différent, toi qui as beaucoup voyagé, cette faune et cette flore? Alors, je trouvais que c'était un peu tropical, dans le sens où, voilà, comme à Bali, des geckos, peut-être un peu plus des scorpions qu'ailleurs. Ah oui? Oui, on avait des scorpions qui étaient souvent dans les maisons. En fait, on les trouvait un peu partout. Ouais. J'ai eu aussi une petite culèvre dans ma chambre un jour. Ah oui, carrément. Ouais. Ouais, et pourtant, tu vois, c'était pas forcément des environnements très ouverts ni rien, mais c'est juste que ça se faufilait un peu partout. Et après, ce que j'ai trouvé impressionnant, oui, quand je suis allée à Tikal, c'est vraiment plus dans la jungle. Au lac, j'ai pas trouvé qu'il y avait tant d'animaux, à part les quetzals qu'on avait vus et beaucoup d'oiseaux, mais j'avais pas l'impression de voir plus que ça, alors que quand je suis allée à Tikal, effectivement, j'ai vu plus
J'ai pas vu des jaguars, mais on a entendu des histoires énormément des jaguars. Il y a plein de singes aussi, les singes hurleurs. J'ai senti plus, ce côté faune très très vivante. Après, je trouve que elle est présente en fait la faune aussi dans la culture. C'est-à-dire que au lac où les traditions mayas sont vachement présentes, il y a aussi une sorte d'astrologie maya, et dans cette astrologie maya, il y a des signes. Et chaque signe est associé à un animal. Donc, tu as le jaguar, tu as le chauve-souris, t'as différentes. Bon, tu peux avoir aussi le chien, des choses. Enfin, le chien, non. Mais si, c'est plus moderne. Ils l'ont mis après. Tu peux avoir, plein d'animaux. Et je trouve que c'est très, très présent dans la culture, en fait. Les gens pensent au jaguar, tu vois. Ils pensent au quetzal. Il y a quelque chose qui est aussi dans la culture. J'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser forcément à l'astrologie chinoise où il y a aussi tous les animaux. Donc, tu vois, je savais pas qu'il y avait d'autres systèmes comme ça. Et justement, tu parles de Tikal, donc c'est l'un des plus importants sites archéologiques mayas d'Amérique centrale. Et c'est rentré au patrimoine de l'UNESCO en 1979, donc ça reste quand même relativement récent. Et c'est situé au milieu de la jungle dans le nord du pays. Et donc ça, tu as pu t'y rendre à plusieurs reprises. Non, en vrai, je suis allée qu'une seule fois. Tu sais, quand tu t'installes un peu comme si tu vivais dans le pays, t'attends que quelqu'un vienne te voir pour aller faire les excursions un peu plus touristiques, entre guillemets. Et je suis allée avec ma mère. C'est magnifique. Ouais. Super. Et c'est vrai que quand on vit à l'étranger, souvent on se dit « Oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps ». Finalement, le temps passe très vite. Exactement. Et vu qu'on parle de culture maya, peut-être s'attarder un petit peu plus sur la culture au Guatemala. J'ai lu toute cette gentillesse et bienveillance de ce peuple. Comment tu dirais que comment étaient tes interactions, on va dire, avec les locaux? Qu'est-ce que tu en as retenu? Alors, moi, ce que j'ai senti, peut-être que c'est pas très bien de comparer, mais moi, je sens un petit peu, l'ambiance, et notamment ça m'avait fait un peu le même effet quand j'ai commencé à voyager. J'avais quitté la Thaïlande et j'étais allée à Bali, et j'avais trouvé beaucoup de douceur par rapport aux Thaïlandais, les Balinais, bien sûr, c'est des généralités, mais j'ai eu la même impression entre le Mexique et le Guatemala, où j'avais l'impression que les Mexicains étaient un peu plus plus citadins, plus forts, et les Guatémaltèques j'ai retrouvé une certaine douceur un peu. Et une certaine douceur, une certaine bien sûr de la gentillesse à chaque fois, mais quelque chose de plus même plus enfantin, je te dirais, un côté un peu plus enfantin. Et après mes interactions avec les locaux, bien évidemment aussi dans les endroits où je vivais, il y avait quand même pas mal d'inégalités sociales. Donc en fait, les Guatémaltèques, ils étaient notamment dans les restos, les serveurs, tu vois, les personnes un petit peu. Mais il y avait beaucoup d'interactions. Si tu veux, tu vois, j'avais une dame qui était cuisinière et serveuse dans des hôtels où j'allais de temps en temps manger et tout. On est devenus un petit peu plus copines, et tu vois, jusqu'à aujourd'hui, elle m'appelle, elle me raconte ses problèmes de cœur, parce qu'il y a tout le temps des problèmes de cœur. Et il y avait comme une entraide aussi. Elle s'est formée pour faire des massages. Elle nous demandait de l'aide aussi pour les réseaux sociaux, parce qu'elle voulait se développer. Après, aussi, en période de Covid, on avait monté un petit projet parce que les gens se retrouvaient sans travail. Donc, il y avait très, très vite, en fait, des problèmes de liquidité. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Ils n'avaient pas beaucoup non plus pour à manger. Donc, on a fait une petite cagnotte avec nos amis en France pour acheter des légumes frais, des choses comme ça. Donc, c'était beaucoup, en fait, un des amis qui était là, il travaillait dans un hôtel, et c'était beaucoup autour des personnes, des employés de cet hôtel qui s'appelle La Paz. Et on était souvent, avec tout le personnel un petit peu, on était assez proche, on va dire, de ces personnes-là. Et oui, parce que effectivement, si c'était en pleine période Covid, pour tout ce qui est tourisme, tout s'est arrêté, j'imagine. Ouais, non, effectivement. Ça s'est arrêté, et après, en plus, c'est un peu spécifique parce qu'à San Marcos, il y a énormément d'expatriés, il y a beaucoup de personnes qui habitent là-bas mais qui sont pas de là-bas. Et mes amis guatémaltèques aussi, les plus proches, on va dire, c'était plutôt des Guatémaltèques de la capitale, qui s'étaient installés au lac, qui vivaient au lac, mais qui venaient de la capitale. C'était pas vraiment les locaux, on va dire, des petits villages. Mais de toute manière, ils étaient là partout. Et en fait, c'était tellement petit comme village qu'on se connaissait tous. En fait, tu pouvais pas marcher. Il y a qu'une rue principale que tu fais à pied.
Et en fait, tu peux pas marcher sans dire bonjour à tout le monde, et connaître tout le monde, et rencontrer tout le monde. Et ouais, c'était très familier en fait. Ça faisait petite famille. J'aime beaucoup, j'adore. Et j'ai écouté un podcast que tu as fait où là tu parlais un petit peu plus entrepreneuriat et tu mentionnais justement rapidement le Guatemala aussi où tu avais pu découvrir là-bas la cérémonie du cacao. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, au Guatemala et notamment autour du lac, ils essayent de maintenir vivante la culture, je pense. Et principalement, il y a tout ce qui est cérémonie de feu. Les cérémonies de feu sont officiées, on va dire, par des chamans, je sais pas s'ils l'appelaient comme ça, comme une sorte de guérisseurs mayas. Et eux, ils essayent de conserver vraiment un peu plus la tradition un peu classique, et justement avec tous ces signes mayas qu'on appelle comme si c'était des esprits autour du feu et compagnie. Mais c'est vrai que là aussi à San Marcos, là où j'étais, est né un peu alors, j'essaie de donner un avis un peu neutre, mais c'est vrai que c'est là où il y a eu un Américain, je crois que c'était quelqu'un des États-Unis qui est arrivé, qui a étudié un peu comment les Mayas utilisaient le cacao et compagnie, et il a un petit peu marketé, on va dire, la cérémonie de cacao. Il a rendu parce qu'en fait la vérité c'est que les Mayas ne faisaient pas des cérémonies de cacao à proprement parler. Ils faisaient des cérémonies pour remercier le soleil, la terre, le maïs, et ils consommaient du cacao en même temps. C'était pas une cérémonie de cacao. Et cette personne, elle a un petit peu créé en fait la cérémonie de cacao. Et donc ce qui fait que à San Marcos même, il y a des trainings, il y a des écoles, il y a énormément de choses pour justement, il y a des cérémonies de cacao tous les jours à peu près. Ah oui. Donc oui. Et donc le cacao est très présent. Il y a beaucoup des projets collectifs aussi, des projets aussi très solidaires et sociaux, on va dire, qui vont vraiment travailler avec les femmes mayas pour produire les cacaos. Et derrière, ils vont aller les vendre en Europe, tu vois, et en essayant de faire le circuit le plus éthique possible. Donc il y a pas mal de projets qui portent sur les cacaos et beaucoup d'utilisation et de consommation de cacao. Donc c'est un peu un incontournable. Si t'es là-bas, tu passes pas à côté de la cérémonie de cacao. Et du coup, je me suis formée aussi avec une alors c'est pas une école là-bas, c'est un projet autour du cacao, et ils font des formations de facilitateurs des cérémonies de cacao aussi. Et voilà. Et c'est une belle médecine. En fait, c'est une médecine qui ouvre le cœur. Et même si effectivement aujourd'hui on peut, je pense, réfléchir effectivement à est-ce que c'est pas en train d'être complètement marketé et vendu, et tout le monde fait des cérémonies de cacao. Mais la vérité, c'est qu'en fait, sans cette, la vérité, je pense que sans cette aide aussi de cet Américain qui est venu, le cacao aujourd'hui c'est peut-être pas aussi reconnu, aussi utile aussi pour la guérison, parce que je pense qu'il est vraiment en train d'aider beaucoup de personnes. Donc voilà, pour moi ça a été une médecine très douce, très magique, très très en lien aussi avec tout ce qui est là-bas. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui je sais qu'on peut aussi voir un peu d'expropriation culturelle à travers l'appropriation culturelle. Donc je pense que voilà, il faut se faire un peu une idée sur ce sujet. Et est-ce que tu peux peut-être nous expliquer rapidement en quelques mots, sans peut-être trop dévoiler justement pour les gens qui un jour voudront essayer une cérémonie du cacao, comment ça se passe en fait? C'est une dégustation, j'imagine qu'il y a peut-être des chants, ce genre de choses qui accompagnent la dégustation? Oui, alors il y a plein de formats et les gens sont très créatifs sur tout ce qu'on peut faire à une cérémonie de cacao, mais grosso modo c'est ça, c'est venir en cercle. Alors, je sais pas si déguster, parce que c'est quand même, généralement, on prend une bonne grosse dose de cacao préparé selon la tradition, et généralement un peu amer ou un peu épicé. Mais en fait, le cacao a des propriétés, on va dire, physiques, chimiques, qui font que, en fait, ça accélère le rythme cardiaque, et ça a tout un effet physiologique sur le corps. Et voilà, du côté plus spirituel, on va dire qu'il ouvre le cœur. Et il a comme un effet aussi un peu relaxant et en même temps énergisant. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on prend le cacao, et derrière, il peut y avoir plein de choses. Alors, il y a des cérémonies plus, on va dire, des cérémonies qui vont être plus connectées aux esprits et plus spirituelles. Donc, il va y avoir des chants, il va y avoir des prières, il va y avoir des choses comme ça. Après, on peut faire une cérémonie de cacao juste en dessinant et en chantant juste des chansons plus... Généralement, on va quand même chanter des chansons au cacao.
et on va le remercier et on va avoir une relation avec l'esprit du cacao. Mais voilà, ça peut prendre différentes formes et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à expérimenter et chacun faire son expérience parce que c'est à travers l'expérience aussi qu'on voit comment cette médecine marche pour nous. Ben merci de nous avoir partagé ça. Et ça me fait un petit peu le lien avec la gastronomie parce que j'aime beaucoup parler dans le podcast un peu de gastronomie. Ça nous fait voyager encore plus. Donc j'ai vu que la cuisine au Guatemala, ça avait beaucoup ça possédait des influences d'Inde, d'Espagne, des Caraïbes, des États-Unis. J'ai lu que c'était apparemment pas aussi gastronomique qu'au Mexique, mais il y a quand même l'air d'avoir une certaine richesse, on va dire, avec par exemple le maïs qui est présent partout, où c'est l'alimentation de base au Guatemala. Alors j'ai noté quelques plats traditionnels, mais est-ce que toi, il y a des éléments de la gastronomie là-bas qui t'ont marqué? Non, moi, je dirais qu'au contraire, moi, la gastronomie là-bas, j'étais pas très fan. Donc, c'était pas mon point préféré. À part le petit déjeuner qu'ils appellent el desayuno chapín, le petit déjeuner guatémaltèque, on va dire. On mange beaucoup de tamales. Et moi, je suis pas très fan de ça. Donc, c'était... voilà. J'en mangeais, mais j'étais pas très, très fan. Oui, pour préciser, les tamales, donc c'est des pâtes de maïs farcies, cuites à la vapeur. Et j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de piments, qu'il y avait ce qu'on appelle le pepián, un ragoût de viande et de légumes. Qu'il y avait aussi beaucoup de haricots noirs, de riz, d'œufs. J'ai lu aussi le choco banano, une banane baignée dans le chocolat puis placée au congélateur avant d'être mangée comme une glace. Oh, c'était bon. Donc ça existe vraiment. Oui, oui, complètement. Ça existe vraiment. Excellent. Et un élément que je connaissais pas, c'est apparemment bon, bien évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais le rhum Zacapa, qui est considéré comme étant le meilleur rhum du monde à plusieurs reprises. Est-ce que ça, tu l'as remarqué là-bas ou pas spécialement? Non, pas du tout. Je buvais pas trop d'alcool en plus quand j'étais au Guatemala et donc non, j'ai pas goûté. Ok, ben tu vois, justement, c'est intéressant avec le podcast de confronter un petit peu ce que je trouve dans les recherches et la réalité au quotidien. Et puis effectivement, comme tu le disais, le Guatemala qui est producteur de cacao et aujourd'hui, le Guatemala produit certains des meilleurs chocolats artisanaux au monde. Et donc maintenant qu'on a fait cette petite parenthèse, on va dire, gastronomie, j'ai relevé quelques fun facts, on va dire, par rapport à la culture. Notamment, j'ai vu qu'ils avaient des chicken bus, donc des polleros, où en fait, c'est des anciens bus scolaires américains qui sont envoyés au Guatemala pour finir leur vie et qui sont ensuite customisés. Il y a des photos très sympas à faire, mais qu'apparemment, les trajets sont pas du tout confortables. Est-ce que ça, tu as pu l'expérimenter? Alors non, mais j'en ai beaucoup entendu parler de Chicken Bus et on les voit un peu partout. Ils sont très sympas, ils sont décorés de manière très sympa, hyper bien peints et tout. Mais non, j'en ai pas fait parce que le Chicken Bus, généralement, si tu dois aller quelque part et tu mets 3 heures, un Chicken Bus, tu mets 20 heures, tu vois. Ah oui, tant que ça! C'est vraiment, vraiment beaucoup plus lent, c'est vraiment beaucoup plus difficile et tout. Je l'ai pas testé. Trop drôle. Et après, j'ai lu aussi qu'il y avait alors ça, encore une fois, peut-être que je sais pas si tu en as entendu parler, qu'il y avait des poupées contre les chagrins pour les enfants, où en fait, ça s'appelle des muñecas quitapeñas. Donc, bon, ma prononciation laisse peut-être à désirer. Mais donc, en fait, c'est des poupées qui retirent les peines. Et en fait, c'est des petites figurines colorées qui aident les enfants à dormir, où en fait, les enfants vont murmurer leur inquiétude à leur poupée avant de se coucher. Ensuite, les parents reprennent la poupée pendant la nuit et les chagrins disparaissent avec elle comme par magie. Est-ce que tu en avais entendu parler? C'est mignon. Non, j'en ai pas entendu parler. Après, je pense que je vois les poupées dont on parle et qu'on peut vendre dans les marchés. Et je me demande si c'est vrai ou si c'est un peu l'histoire aussi qu'on raconte avec les poupées. Ça peut aussi. Mais moi, j'en ai pas entendu parler, en tout cas. D'accord, mais tu vois, je pense à par exemple des copines qui sont dans la phase sommeil un petit peu compliqué avec les enfants. Je me dis, bon, pourquoi pas s'inspirer de... Ah, complètement, pourquoi pas, effectivement. Je trouve ça génial. Et pour terminer cette partie sur le Guatemala, j'aimerais bien parler d'une légende que j'ai trouvée. Donc là, encore une fois, je ne sais pas si tu en as entendu parler. Apparemment, c'est la plus connue et la plus répandue au Guatemala, c'est celle de La Llorona. Elle est partagée dans de nombreux pays d'Amérique latine. Et en fait, c'était donc
Llorona, donc la pleureuse, pardon, en français, qui est une figure mythique, tristement célèbre, qui entre les rivières et les cours d'eau. Parce qu'en fait, selon la légende, autrefois, c'était une femme qui aurait noyé ses propres enfants par jalousie ou par désespoir à la suite d'une trahison de son mari. Elle était désespérée et tourmentée par le remords après avoir réalisé ce qu'elle avait fait. Et elle aurait ensuite été condamnée à errer éternellement en pleurant et en cherchant ses enfants perdus. Et en fait, apparemment, maintenant, cette légende, elle est racontée pour avertir les enfants de ne pas errer seuls près des rivières la nuit. Et elle est également devenue une figure emblématique de la culture populaire. Et ça aurait inspiré de nombreux films, de chansons, de pièces de théâtre à travers les œuvres. Est-ce que ça te parle ? Alors oui, ça me parle beaucoup, mais moi j'ai découvert, c'est quelque chose qui est présent aussi chez moi en Argentine. Pas sous la même forme, mais on sait très bien, on l'associe beaucoup plus au Mexique. Pour nous, c'est le Mexique et il y a une chanson hyper célèbre qui apparaît dans le film de Frida Kahlo, sur Frida Kahlo, qui Chavela Vargas chante La Llorona. Enfin, moi, je le dis avec l'accent espagnol, donc je le dis d'Argentine, pardon, donc je le dis un peu différemment, le prononce différemment, mais effectivement, c'est hyper tout ce qu'il y a autour de cette chanson-là de Chavela Vargas, les films ou les poésies sont hyper intéressantes. Pour une version un petit peu plus, plus féministe, si on peut dire ça comme ça, moi j'inviterais les lecteurs à lire dans Femme qui court avec les loups. Il y a un chapitre justement qui reprend cet archétype-là et qui le présente sous un autre prisme, le prisme aussi, je crois, de la femme qui a besoin justement de faire le ménage dans ses eaux toxiques et qui a besoin un peu de traverser l'obscurité et nettoyer un peu son ombre personnelle. Et c'est très intéressant aussi de le voir autrement, sinon ça a l'air très tragique comme histoire. Un petit peu. Et dernière petite question sur le Guatemala, qu'est-ce qui au final t'a fait revenir une deuxième fois dans ce pays pour y passer à nouveau 1 an ? C'était un peu un contexte, je pense, un peu politique. J'étais en France et c'était juste la période après Covid et il y avait de plus en plus des restrictions en France. Et j'étais pas hyper alignée en fait avec toutes ces histoires et du coup je me suis dit qu'au Guatemala j'allais être un peu plus tranquille. Donc je suis revenue et puis ça me manquait, j'avais quand même vécu un moment et j'aimais beaucoup. Super. En tout cas, j'invite vraiment l'audience à, même si c'est peut-être pas forcément la destination qui vient tout de suite en tête pour partir en voyage, d'aller voir ces paysages magnifiques. J'ai vu que ça se faisait surnommer le pays au printemps éternel, avec le vert des vallées, les montagnes, le bleu des lacs. Enfin, ça a l'air vraiment sublime en tout cas. Donc maintenant, si tu le veux bien, on va passer sur la partie plus astrologie. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être à l'audience comment tu t'es tournée vers l'astrologie, un peu comment ça a commencé en fait? Moi, je dis souvent que c'était vraiment un coup du destin un peu parce que ça m'a toujours intéressée. Enfin, je sais pas si l'astrologie m'a toujours intéressée, mais j'ai toujours été, comme tout le monde, je pense, passionnée des étoiles et de la lune parce que il y a un certain mystère qui nous connecte tous à quelque chose de plus grand que nous. Et en fait, franchement, ça s'est fait de manière un peu fortuite. J'étais en train de traverser beaucoup des changements au niveau personnel, au niveau relationnel aussi, professionnel aussi, et j'étais sur une plage en Bretagne, je me rappelle. Et je me suis dit, j'ai envie de faire une formation d'astrologie. En fait, ça m'est venu comme ça, une pensée sortie de nulle part. Alors que je ne savais pas exactement ce que c'était que l'astrologie, mais je me suis dit, je veux faire une formation d'astrologie. Et j'ai tapé sur Internet, sur mon portable, je suis tombée sur cours d'astrologie, pas en ligne, c'était en présentiel à Paris. Et j'ai appelé le formateur, il m'a dit, non, c'est complet. Mais ceci dit, on est 11, avec vous, on pourrait être 12, ça fait les 12 signes du zodiaque, génial. Bon, allez, vous êtes la dernière, je vous prends. Et en fait, c'était une rencontre magnifique avec l'astrologie, mais aussi avec mon professeur qui est jusqu'à aujourd'hui quelqu'un que j'admire, avec qui j'ai entretenu une relation, qui vient de préfacer mon deuxième livre aussi, avec qui je continue à prendre des cours parce que je l'adore et que j'adore son enseignement et que je trouve vraiment que son enseignement est unique. Donc en fait, c'était prédestiné parce qu'il y avait vraiment aucun sens pour que je fasse ça et ça s'est fait. J'aime tellement ce genre d'histoire, merci de la partager avec nous. Donc pour rappel, le mot astrologie, ça vient du grec astron,
qui veut dire astre, et de logos, qui veut dire discours ou raisonnement. Donc on pourrait traduire que c'est le discours des astres ou le raisonnement des astres. Et il y a notamment une définition dans un livre qui s'appelle Ma Bible de l'astrologie par Catherine Aubier, qui dit que c'est une méthode consistant à rechercher et analyser la corrélation entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se passe sur la terre, ou bien tout simplement l'étude de la relation entre le ciel extérieur et le ciel intérieur. Et c'est vrai que cette définition m'a pas mal parlé parce que voilà, Good Visa, c'est un peu le voyage à l'extérieur avec les destinations et le voyage intérieur avec tout ce qui peut se passer en nous. Du coup, toi, tu donnerais quelle définition de l'astrologie ? Ça, c'est une bonne question parce que c'est difficile à résumer. Aujourd'hui, je pense que ma définition peut changer aussi en fonction de mon évolution, mais tu vois, aujourd'hui, je vois vraiment l'astrologie comme un outil miroir. J'aime bien dire un outil miroir, donc ça va un peu avec cette histoire de ciel intérieur, ciel extérieur. Je suis pas à 100% certaine qu'il y ait une corrélation, on va dire, physique ou énergétique entre les événements, mais en revanche, je suis certaine que ce qui se passe sur Terre, on peut le lire à travers les symboles et toute la connaissance qu'on a sur cette langue, en fait, qui est aussi l'astrologie, la langue des planètes, des signes, des maisons. Et on peut faire cette corrélation-là, que je sais pas à quel point elle est réelle. Je pense qu'elle est énergétique quand même, mais donc pour moi, c'est vraiment un outil miroir. Aujourd'hui, je l'utilise comme ça, en tout cas, pour mieux se comprendre soi et pour mieux comprendre le monde aussi dans lequel on vit. Super. Et j'aime bien que tu parles de langue parce que j'ai lu à un endroit qu'en fait, quand on s'intéresse à l'astrologie et qu'on veut commencer à apprendre un petit peu plus dans ce domaine, que c'est comme si on apprenait une langue étrangère, on va dire une langue universelle où il faut beaucoup de temps, de patience, de concentration et d'entraînement. Et j'imagine que tu as souvent des questions de personnes qui ne sont peut-être pas forcément à l'aise avec l'astrologie ou qui n'y croient pas, entre guillemets. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui doutent de l'astrologie ? C'est parfait. J'essaie surtout pas de les convaincre. J'essaie surtout pas de les convaincre. Non, quand j'ai commencé à étudier l'astrologie, j'étais encore dans un environnement très cartésien et très réaliste. Donc, j'ai un peu eu des débats avec des amis au tout début, mais en fait, j'ai très vite compris que les personnes qui ne croient pas à l'astrologie, ils vont pas s'y intéresser et du coup, ils vont pas venir me parler, entre guillemets. Ils vont pas venir me poser des questions parce qu'ils s'intéressent juste pas. Et les personnes qui croient, qui ont besoin un peu plus d'épreuves, moi, je les invite toujours à expérimenter. En fait, moi, je dis l'astrologie, c'est pas tellement une question de croyance, c'est une question d'expérience. Donc, si quelque chose vous intrigue et vous intéresse, allez-y, formez-vous, apprenez, faites vos corrélations ou pas et regardez comment ça marche pour vous. Pour moi, c'est très important de pas essayer de convaincre, et je trouve que il faut dans le monde aussi des personnes qui trouvent que l'astrologie c'est pas cool. Tu vois, je pense qu'il faut de tout. Un équilibre en fait. Et ça j'aime bien cette notion d'équilibre parce que donc l'astrologie c'est pas un art divinatoire, c'est pas non plus une forme de voyance, c'est vraiment basé sur des faits, sur plein de choses, on va dire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est cette notion, tu l'abordais dans un podcast, cette notion de libre arbitre, de vraiment toujours garder cette, comment on pourrait dire, cette clarté, on va dire, dans tout ça, de choisir ce qu'on prend, ce qu'on ne prend pas. Et est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce libre arbitre ? Parce que de ce que j'ai cru comprendre, dans ta quête, on va dire, ou dans ton évolution avec l'astrologie, tu as eu une phase où tu étais vraiment à fond, à vraiment accorder beaucoup d'importance à l'astrologie. Et j'ai l'impression maintenant que tu dis que tu as changé un petit peu ton approche avec l'astrologie en prenant peut-être un peu plus de recul. Alors, oui, dans la façon dont moi je le présente, mais en vrai, je pense que j'ai jamais été à fond comme peut-être d'autres personnes, si tu veux. J'ai toujours eu beaucoup de discernement et du moment où j'ai commencé à étudier l'astrologie, d'ailleurs, j'ai commencé à étudier l'astrologie sans vraiment y croire, en étant un peu, je suis curieuse, mais bon, je suis pas sûre. Et en revanche, j'ai donné beaucoup d'importance, non pas dans la croyance, c'est-à-dire que ça n'a jamais été pour moi quelque chose
tu vois, de gérer ma vie par rapport à l'astrologie parce que je pense que c'est tellement fort et que l'influence des planètes, c'est tellement fort que du coup, je m'adapte à ça. Non, ça n'a jamais été ça. En revanche, ça a été comme l'astrologie me permet de comprendre beaucoup de choses en moi et beaucoup de choses à l'extérieur, j'ai pu avoir une tendance à suranalyser les choses et à essayer de trouver les mots à travers l'astrologie pour les penser, les réfléchir. Et j'ai pu parfois être beaucoup dans la réflexion et dans l'intellectualisation du monde plutôt que juste dans l'expérience et le vécu. Donc, c'est toujours ça. Moi, je pense que de toute manière, tu vois, je m'adresse déjà à des personnes qui ont beaucoup de discernement. Vraiment, il y a, en fait, dans mes espaces d'astrologie, quand on parle d'astrologie, personne chez nous, ou s'il y a quelqu'un qui le dit, on va très vite tous déconstruire cette idée. Personne ne va dire, ah oui, mais j'ai Saturne là, donc c'est pour ça que je suis malheureuse en amour, du coup, je vais pas m'en sortir. Tu vois, cette vision-là, pour moi, elle est pas possible. En fait, moi, je n'utiliserai pas un outil si j'ai la moindre impression. Je suis beaucoup pour l'introspection et la connaissance, mais aussi pour la puissance personnelle. Et si j'avais l'impression qu'un outil m'enlevait ma puissance personnelle, je le recommanderais pas et je l'utiliserais pas. Ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, 80% des personnes qui font de l'astrologie font une astrologie qui est désimpuissante, qui enlève la puissance personnelle parce qu'on s'est pris soit aux horoscopes, soit à la météo astrologique du jour, soit à son thème astral où on essaie de vraiment se coller à des choses extérieures. Donc, moi, ça a été tout un cheminement justement pour arriver à un usage de l'astrologie où je reste vraiment maître de moi-même, où je reste vraiment dans cette liberté et notamment dans ce côté, ok, je peux comprendre et voir des choses et ensuite je vis ma vie et j'ai une relation saine finalement avec cet outil parce que c'est vrai que c'est passionnant, c'est intéressant, c'est éclairant aussi quand on a beaucoup de confusion, on peut aussi trouver beaucoup de clarté, ça nous relie aussi à quelque chose de plus grand que nous. C'est comme si ça répondait un peu à des mystères de la vie, à des questionnements humains, tu vois, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là, pourquoi toutes les épreuves que je vis, elles m'arrivent à moi. Et c'est comme si on avait un peu des réponses en comprenant le fond de certaines choses. Mais c'est pour ça qu'il faut pas non plus essayer de tout comprendre et qu'il faut que la vie garde une part de mystère, tu vois. Et c'est super, là, je le prends très personnellement, on va dire. C'est très bien que tu te dises ça parce que justement, quand je me suis un petit peu plongée dans cette astrologie, je trouve ça tellement passionnant parce que c'est vrai que pour moi, l'astrologie, je me disais, bon, il y a les horoscopes, je sais qu'il y a des planètes et ce genre de choses, mais j'ai l'impression là que j'ai un peu ouvert un tiroir et que je me rends compte de la richesse de ce domaine, on va dire. Et je pense qu'il y a une petite partie en moi qui a envie de foncer un peu tête baissée, de commencer à avoir des signes partout. Donc, c'est très bien que tu rappelles tout ça. Et oui, j'aime beaucoup cette notion, comme tu le disais, de s'en servir un petit peu comme un outil, de peut-être le combiner à d'autres choses. Je vois, par exemple, tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que si, par exemple, disons, on est en thérapie, d'avoir l'astrologie, ça permet peut-être de mettre encore plus les mots sur certaines choses qui peut-être nous échappent et d'avoir un peu une complémentarité entre ces deux disciplines, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais tu vois ce que je veux dire. Et qu'est-ce que tu en penses justement par rapport à cet outil connaissance de soi? Parce que j'allais te demander comment tu conseilles aux gens en fait d'utiliser l'astrologie au quotidien. Moi, je recommande d'utiliser l'astrologie au quotidien de manière très légère, très très légère, sans se prendre la tête. Et pour les gens qui veulent pas utiliser l'astrologie au quotidien, je trouve que c'est très très bien. Mais effectivement, je trouve que l'astrologie, là où elle est vraiment, parce que c'est comme tu dis, c'est un peu cette langue qui nous permet de mettre des mots sur les choses. Mais une fois qu'on a mis des mots et qu'on a mis de la conscience, ok, il y a un gros travail qui est fait. Une fois qu'on a compris des choses, c'est vrai que c'est une grande évolution. Mais derrière, pour que, entre guillemets, ça guérisse, ça se transforme, pour moi, il y a d'autres outils. Et comme tu dis, la thérapie et l'astrologie vont très, très bien. Et je l'ai vu parce que moi, je suis en thérapie depuis des années et je vois aussi le lien, même si ma thérapeute, elle est pas du tout ouverte à ça. Elle en parle pas du tout, mais c'est moi qui arrive à faire des liens plus facilement de ce que j'arrive à avoir en thérapie et mon thème astral ou ce que je sais de l'astrologie. Moi, j'utilise énormément l'astrologie et le coaching parce que moi, je crois vraiment à quelque chose où, en fait, ok, on comprend des choses avec l'astrologie et on décide de les changer, de les transformer, où on décide de comment se positionner par rapport à ça à travers le coaching, à travers vraiment des décisions internes, en fait, qui nous mènent là où on a envie d'aller.
Et après, moi, j'ai beaucoup utilisé aussi à un moment, et c'est encore le cas aussi, l'astrologie avec tout ce qui est cérémonie et rituel. Et ça aussi me paraît important parce que c'est aussi la descendre plus dans le corps. Et c'est vraiment au-delà de juste avoir cet outil très intellectuel. La thérapie encore, ça peut être, tu vois, très intellectuel. Le coaching, ça peut être très intellectuel aussi. Le rituel, ça permet en fait de matérialiser des prises de conscience, de matérialiser des transformations, des initiations, d'asseoir en fait les intentions et de vraiment se connecter au corps, à la matière, au cycle, aux saisons, aux fleurs, aux plantes. Moi, j'aime beaucoup travailler aussi avec les cérémonies et les rituels. Et c'est un peu, enfin voilà, ça c'est mes outils de prédilection, on va dire, c'est autour de ça. J'aime beaucoup. Et c'est vrai que, tu vois, avant de faire ce podcast, c'est la première fois que je me suis intéressée à mon thème astral, par exemple, parce que j'en avais déjà entendu parler, mais quand j'avais vu ce schéma, on va dire, avec les traits dans tous les sens, les planètes, les signes, j'avais un peu mis ça de côté. Et donc là, il y a quelques jours, je me suis intéressée à tout ça et j'ai eu l'opportunité d'avoir quelqu'un qui m'a aidée à justement lire un peu tout ça. Et j'étais assez bluffée parce qu'effectivement, on n'apprend rien de nouveau, on va dire, entre guillemets, Ouais. mais ça vient plutôt conforter ce qu'on avait commencé à pointer du doigt ou ce genre de choses, parce que pour ma part, je suis aussi en thérapie et j'ai vu justement des éléments où je me suis dit, mais en fait, la personne que j'ai en face de moi, c'est pas une voyante ou quoi que ce soit, elle me connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais juste en lisant mon thème astral, elle m'a sorti des éléments de ma vie où je me suis dit, c'est quand même assez bluffant et c'est ça. Je sais pas ce que t'en penses, mais ça pourrait peut-être faire peur à certaines personnes parce que justement, quand on nous livre autant d'éléments aussi pertinents, c'est assez bluffant. Mm-hmm. Oui, c'est bluffant et je pense que ça vient de là aussi, d'une expérience comme celle-là, que les gens se disent, waouh, si quelqu'un réussit à faire ça, je pourrais faire le même et je pourrais du coup trouver tous ces mots et réussir à mettre le doigt. Et pour moi et pour des proches aussi, parce que parfois on a envie d'aider aussi à travers l'astrologie. C'est bluffant. Ça dépend aussi qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous dit, parce qu'on peut aussi, voilà, la façon aussi dont on nous le dit peut être une façon très ouverte qui nous montre des possibilités de changement et qui nous montre des possibilités d'évolution, ou ça peut être une astrologie beaucoup plus fermée qui nous montre que les choses sont comme ça et puis c'est tout. L'astrologie avant, c'était vraiment pas quelque chose de sympa, tu vois, c'était vraiment tu naissais avec telle chose et c'était vraiment maléfique, malheureux, et si tu avais des belles choses, c'était magnifique, c'était le succès assuré et compagnie, et ça pour moi c'est pas possible, tu vois, mais oui, je pense que ce que moi je fais à chaque fois quand les personnes arrivent parfois on va dire avec les trucs inverses, c'est-à-dire avec un excès de confiance et un excès d'apprentissage, à chaque fois je leur dis allez-y doucement, apprenez, comprenez, laissez reposer aussi un peu le thème astral, parce qu'en fait c'est aussi la vie qui nous montre comment. Moi je conseille énormément d'être soi-même son propre astrologue aussi, même si on peut aussi discuter avec d'autres astrologues. Moi-même, je me fais accompagner par mon prof comme astrologue, mais je trouve que c'est un outil vraiment très puissant et très profond quand on apprend à le maîtriser et à en sortir nos conclusions et en ayant une relation quand même pas de dépendance, tu vois, une relation où on reste libre et c'est plus la vie qui nous montre, en fait, comme tu dis, tu vois, tu as la thérapie et tu arrives à mettre des mots. C'est la même chose, en fait, tu as la vie et tu arrives à mettre des mots grâce à l'astrologie. C'est très éclairant et vraiment, ça aide énormément de personnes. Donc, c'est un outil qui est génial pour moi. Complètement. Et j'ai lu dans un livre, j'aimais bien ce terme c'est un peu comme une carte routière de notre voyage intérieur, où voilà, on nous propose des itinéraires, mais après, au final, c'est à nous de choisir, ok, est-ce que je prends cette route ou est-ce que je prends plutôt cette route? C'est plus des indications et après, on prend ou on laisse, en fait. Oui. Après, je pense, si je suis tout à fait sincère, je pense que on les prend quand même. Qu'on n'a pas tant, en fait, finalement, on se rend compte après coup qu'on prend ces routes, mais là où je trouve qu'on est décisionnaire, c'est comment est-ce qu'on les prend, tu vois. Il n'y a pas une manière de les prendre douloureuses et terribles et une autre manière super heureuse. En fait, avec la conscience qu'on y va aussi, on peut prendre les choses, la route, on va la vivre d'une manière différente. Mais j'ai l'impression quand même que, généralement, enfin, il est très rare à toutes les étapes de la vie, quand j'ai des consultations astrologiques, à chaque fois, la vie correspond très bien au thème, tu vois. Il y a pas des grands écarts comme ça où la personne elle a un thème qui ressemble pas du tout à
à sa vie. Donc, je pense qu'on prend les routes sans en être conscient. Mais après, la façon dont on les prend, c'est là où notre libre arbitre, il joue surtout. Complètement. Et là, je vois le temps qui passe. J'avais prévu encore plein de sujets. Je pense qu'il faudrait refaire un autre podcast carrément pour rentrer un petit peu plus dans les détails, pour voilà, expliquer un petit peu les différentes planètes, les différents signes, parler un petit peu de tout ce qui est thème astral. J'aimerais bien qu'on touche un petit peu cette notion de, tu l'as légèrement abordé. En fait, il n'y a pas de mauvais ou de bon signe, il n'y a pas de mauvais thème astral, parce que des fois, il y a des gens, comme tu le disais tout à l'heure, qui disent « Ah, ben c'est parce que Mercure rétrograde, donc il faut pas trop m'embêter, ou c'est pour ça que tel projet marche pas en ce moment. » Et j'aime bien cette notion de, voilà, il n'y a pas de mauvais ou bon signe, parce que des fois, des gens se disent « Oh là là, mais toi, t'es de tel signe, ça va pas marcher entre nous. » Enfin, il faut casser un petit peu ce mythe aussi. Oui, et puis en fait, en plus, non seulement c'est un mythe, ça nous arrange pas beaucoup, mais en plus, ça nous coupe d'explorer qu'est-ce qu'il y a derrière. Tu vois, si on commence à se dire, OK, tu es de tels signes, en fait, on n'est pas compatible, on n'arrive même pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait dire qu'on n'est pas compatible, qu'est-ce qu'il y aurait. Du coup, ça veut dire, c'est quoi tes besoins, c'est quoi mes besoins, où est-ce qu'il y aurait point de contact, où est-ce qu'il y aurait pas point de contact. Et du coup, il devrait y avoir une négociation et une discussion, une communication, tu vois. Je trouve que c'est dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça nous empêche toute profondeur, en fait. Donc, le fait de s'enlever des jugements, bah, c'est un travail qui peut être un peu dur parce qu'on véhicule déjà des choses de notre, on va dire, de la culture. Les pauvres scorpions, à chaque fois, les scorpions, les gémeaux, ils se font toujours taper un peu dessus, tu vois. En tout cas, il y a toujours des croyances qui sont véhiculées par la société. Mais pour moi, en tout cas, un astrologue, quand on pratique, mais idéalement tout le monde, quand on s'intéresse à l'astrologie, on a besoin d'avoir ce regard neutre, on a besoin d'avoir cette neutralité, cette ouverture et cet amour, parce qu'en fait, d'ailleurs, tout le monde a tous les signes, toutes les planètes et toutes les maisons dans son thème, donc on a tous les signes. Donc ça, pour moi, ne pas aimer un signe, c'est la même chose que ne pas aimer une partie de soi. Et toutes ces énergies, ce sont les énergies de la vie, en fait. Donc toutes les énergies sont les bienvenues et je pense que ça, c'est une des belles choses que j'ai appris grâce à l'astrologie, c'est vraiment cet accueil inconditionnel de tout ce qui est, en fait. Et j'aime beaucoup ce que tu dis par rapport à l'autre, où au final, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans ma pratique du yoga, qu'on voit beaucoup dans le développement personnel, où en fait, ce qu'on va pas aimer chez quelqu'un, ça va souvent être le miroir de quelque chose chez nous qu'on a soit besoin de travailler ou qu'on n'a pas encore vu, entre guillemets. Mm-hmm. Oui, il y a des raisons pour lesquelles les choses qu'on n'aime pas chez les autres nous activent, créent une réaction forte en nous. C'est là où il faut aller regarder, tu vois, si on reste dans le jugement et dans l'autre est le coupable et qu'on va pas regarder qu'est-ce qui est en train de se passer en nous, bah, on perd une opportunité de grandir, de mieux se connaître, d'évoluer. Totalement. Et pour terminer un petit peu, donc, pour les gens qui se disent oui, mais moi je trouve ça bizarre, par exemple, mon ami est poisson, mais on est complètement différents. Est-ce que tu pourrais peut-être expliquer un petit peu cette notion d'ascendant, de signe ascendant aussi, qui est très important, parce que ça, personnellement, je suis du signe poisson, je savais vaguement que j'étais ascendant cancer, mais là je suis en train de comprendre, et peut-être corrige-moi si je me trompe, qu'en fait l'ascendant est aussi très important dans va beaucoup jouer dans notre personnalité en tout cas, et que c'est pour ça qu'on a autant de variétés, et que par exemple les gens qui lisent un horoscope se disent moi je me retrouve pas du tout, parce que justement ils auront un ascendant qui est très important aussi. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors oui, c'est une partie, c'est beaucoup plus que l'ascendant. En fait, c'est non seulement en fait deux personnes, même si elles sont toutes les deux poissons et même si elles sont toutes les deux ascendant sagittaire, on va dire, elles peuvent avoir toutes les deux la lune dans des différents signes. Donc la gestion émotionnelle va être complètement différente. Mercure dans des signes différents. Ce qui veut dire que la pensée, la manière de communiquer, la manière de voir le monde va être complètement différente. Saturne, Uranus, ça, on peut avoir plein de... En fait, le thème astral, c'est un tout. Et même, on va pousser le bouchon un peu plus loin, même deux personnes qui ont le même thème astral, parce que ça m'est arrivé aussi de travailler avec des jumeaux. Et oui. Pas mal des couples de jumeaux qui ont le même thème astral vraiment, ou à quelques centimètres près, des petites choses qui bougent. En fait, je sais pas pourquoi on pense que l'astrologie, en fait, nous définit d'une manière superficielle comment on devrait être, comment on devrait agir. Parce que pour moi, l'astrologie, c'est pas du tout ça. En fait, on va retrouver
chez des jumeaux qui sont hyper différents, on va retrouver l'incarnation des différentes énergies du thème astral. En fait, dans le thème astral, on a énormément d'énergie. Il y en a certains, enfin, en tout cas, dans l'exemple des jumeaux auxquels je pense, il y en a certains qui vont se polariser vachement dans, je sais pas, une énergie qui est vers l'extérieur, très yang, très, tu vois, à faire plein de choses. Et en fait, l'autre personne, pourtant, les deux ont le même thème astral, se polarisent plus dans l'énergie de la lune, du swan, tu vois. Et en fait, ils ont le même thème astral, c'est juste qu'ils vont mettre en avant différentes parties de leur thème astral. Ils vont plus ressentir. Et franchement, dans le thème astral, pour moi, effectivement, les choses les plus importantes, c'est le soleil, la lune, l'ascendant, mais il y a plein d'autres choses et ça va avoir un impact sur notre vie à un niveau beaucoup plus profond, en fait, que juste notre personnalité. En fait, la personnalité, c'est ça dans le thème astral. Il y a nos relations, notre affectivité, notre façon de voir le monde, notre façon d'incarner la souveraineté, notre relation au rêve, notre relation à l'idéalisme, au rêve, aux idéologies. En fait, il y a tout ce qu'on est. Et donc, c'est beaucoup plus fort que juste la personnalité qu'on montre au monde, ce masque un peu social. Et donc, non, pour moi, l'astrologie, ça se résume pas à ça. Et c'est dommage qu'on pense que c'est ça qui définit quelque chose, parce que pour moi, voilà, c'est beaucoup plus que ça. Bien sûr. Et peut-être, je sais que j'arrête pas de dire pour terminer, mais pour terminer, si les gens ont envie d'aller un petit peu plus loin, peut-être que tu pourrais nous toucher 2-3 mots sur le bulletin des étoiles, sur ce que tu proposes comme accompagnement. Oui, bien sûr. Alors, chez le bulletin des étoiles, je propose plein de formations et des cours. Alors, pour débutants, pour personnes initiées, pour des personnes plus avancées. Principalement, les personnes qui veulent se former à l'astrologie de manière professionnelle, voilà, c'est le programme le plus important, la formation la plus importante, c'est la formation d'astrologie professionnelle. Mais sinon, les personnes qui débutent, dans le compte Instagram, on partage énormément d'informations gratuites. On a des guides gratuits pour apprendre à faire son thème astral et le comprendre un peu plus. On a des cours d'initiation à l'astrologie, il y a des cours d'initiation aux éclipses, à ce qui se passe un petit peu dans le ciel en ce moment, parce que ça, c'est quelque chose qui, même si on va pas étudier l'astrologie à fond, on est souvent sensible aux énergies, à ce qui se passe, et ça nous aide à mieux comprendre aussi le processus que l'on vit au niveau collectif, au niveau individuel. Donc, moi, j'aime bien travailler avec les transits, comment est-ce qu'on peut mieux comprendre ce qui se passe en nous et à l'extérieur. Et donc, du coup, j'ai un membership qui est très accessible au mois où les personnes peuvent s'inscrire et tous les mois avoir le décryptage des énergies du ciel, voilà, par exemple, du mois de mars, du mois d'avril, et que je mélange avec du coaching, de l'introspection et des exercices pour qu'ils puissent avoir aussi des transformations. Super. Et d'ailleurs, merci beaucoup effectivement pour les guides gratuits que tu as mis sur ton livre. Ça m'a beaucoup aidé dans le décryptage de voilà, j'en suis qu'aux prémices, mais de mon thème astral et de tout ça, parce que tu expliques même, tu donnes les références des sites avec par exemple astrothème.fr où tu expliques comment aller le faire en ligne, comment voilà, un petit peu les bases. Donc en tout cas, sur une note personnelle, je pense qu'on va vraiment se revoir, Lou. Super, oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'aborder tout ça. C'est vrai que je pense qu'il y aurait encore des millions de choses à dire en astrologie pour pouvoir creuser un petit peu, parce que effectivement, quand on fait son thème astral, on comprend que, comme tu le disais tout à l'heure, on a un petit peu de tous les signes en nous. Il y a donc la Lune, il y a le Soleil, il y a toutes les planètes. Et il y a aussi donc toutes ces maisons dans notre thème astral. Chaque maison est reliée à un domaine. Enfin, c'est fascinant. Donc vraiment, j'encourage l'audience à se renseigner dessus. Je mettrai en référence de l'épisode ton site, ton compte Instagram. Et est-ce que tu as peut-être un coup de cœur du moment à partager avec l'audience pour terminer ce podcast? Ça peut être un film, une série, un livre que tu as vu récemment ou quelque chose comme ça? En ce moment, je suis en train de lire un livre, mais je sais pas si c'est un coup de cœur encore, tu vois, parce que il a l'air bien, mais en plus, j'ai plus le titre, c'est la maîtrise de l'excellence ou quelque chose comme ça, d'un coach un peu étrange qui on l'appelle un peu le Machiavel de notre siècle, parce qu'il dit des choses un peu, mais ça m'intéressait de voir de quoi il parlait, des choses un peu, je sais pas, un peu plus fortes que d'autres, mais je sais pas si c'est un coup de cœur. Coup de cœur, c'est plutôt, tu vois, en ce moment, je suis à fond sur plein de programmes, mais c'est avec une nana qui est hispanophone, donc tout est en espagnol. Mm-hmm. Que je pourrais te dire, en ce moment, je passe beaucoup de temps à la plage, donc je regarde pas de série. J'ai regardé le film de Bob Marley. Si tu veux, ça a été mon dernier coup de cœur. Voilà, j'ai beaucoup aimé.
Super. Moi, pour ma part, un petit coup de cœur, je sais pas si tu connais cet ouvrage Décrypter votre thème astral de Julie Gors. Est-ce que c'est un livre que tu recommanderais, toi? Alors, pour être tout à fait sincère, je ne l'ai pas lu. Donc, je ne sais pas, mais beaucoup de personnes m'ont parlé de Julie, m'ont parlé super bien. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, nous trouvent assez similaires dans les approches. Et puis, c'est avec la même éditoriale que moi, donc je le conseille, bien évidemment. Bah super, donc comme ça je peux le conseiller plus légitimement. Et c'est vrai que tu vois, dans l'introduction, j'ai retrouvé des éléments dans ton discours aussi. Et en tout cas, c'est un livre qui est super bien fait. Donc voilà, il est vraiment très bien fait quand on veut commencer à se pencher sur tout ce qui est thème astral et voilà, je ne peux que le recommander. Donc encore merci Lou, merci pour cet échange. J'espère que j'espère. Peut-être que certaines personnes vont se pencher un petit peu plus sur l'astrologie et se dire qu'au final c'est plus que l'horoscope dans le journal du dimanche, on va dire, et que voilà, le Guatemala, ce pays si fascinant, leur donnera envie d'aller jeter un petit coup d'œil pour le découvrir. Donc encore merci à toi. Et je pense, comme je le disais, qu'on va se revoir dans tes programmes. Merci Camille, merci pour l'invitation, merci à tout le monde pour votre écoute. À bientôt. Bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.